Cette vidéo a été réalisée par la faculté d'informatique et de communication de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. L'intelligence artificielle moderne s'appuie énormément sur les puissances devenues spectaculaires des machines à calcul. En fait, nos chers Betago et Zetago... Tu parles de nous? Oui, toi Zetago, tu es un véritable bijou technologique qui aurait été complètement inimaginable il y a 100 ans. D'ailleurs, même les films de science-fiction d'il y a 30 ans avaient un mal fou à imaginer l'avènement de supercalculateurs interconnectés de poche et à imaginer le rôle prépondérant que ces objets possèdent désormais. Et ce n'est qu'un début. Mes descendants risquent de me trouver vieille et idiote dans quelques générations. Oui, sans doute. Mais vous deux, Betago et Zetago, vous garderez toujours une place dans mon cœur. Oui, c'est ça. Et tes téléphones précédents, t'en as fait quoi? Je l'ai amené à la ferme. Pour imaginer le futur de Betago et Zetago, je vous propose de faire un bond en arrière et de revenir aux idées fondatrices sur lesquelles reposent Betago, Zetago et toutes nos autres machines à calculer. Les années 1930-1940 jouent un rôle particulier dans l'histoire des machines à calculer, grâce notamment aux travaux de Jacques Herbrand, Alonzo Church et Kurt Gödel, mais aussi et surtout des trois plus grands héros de l'histoire de l'informatique, à savoir John von Neumann, Claude Shannon et Alan Turing. En 1936, Turing inventa la machine de Turing universelle, qui est le modèle de machine à calculer utilisé par essentiellement toutes les machines à calculer aujourd'hui. En 1937, Claude Shannon introduisit la solution technique à l'un des composants centraux de la machine de Turing, à savoir les circuits logiques désormais implémentables avec de l'électronique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Turing construisit d'énormes machines à calculer pour déchiffrer les codes nazis. Moins pressé par une urgence de guerre, John von Neumann clarifia la mise en pratique de la machine de Turing en introduisant l'architecture de von Neumann sur laquelle reposent les machines à calculer modernes. Von Neumann travailla ainsi sur l'énorme machine ENIAC des Américains, puis implémenta son architecture dans la nouvelle machine EDVAC. Au lendemain de la guerre, pour concevoir des machines capables d'intelligence, les informaticiens construisirent des machines géantes qui implémentèrent les idées de Turing, Shannon et von Neumann. Et si ces machines étaient énormes, c'est notamment parce que les interrupteurs des circuits logiques de la machine étaient des énormes tubes à vide. Trop drôle. Nos ancêtres étaient obèses. Mais en 1947 vint la révolution des transistors, qui sont des interrupteurs purement électroniques et surtout tout petits. Et ça veut dire qu'en les combinant sur des circuits imprimés, on pouvait concevoir la machine imaginée par Turing, Shannon et von Neumann, mais dans un espace beaucoup plus petit que les machines conçues jusque-là. Et en fait, ce n'était là que le début d'une course vers la miniaturisation. Dès 1965, Gordon Moore, suivi par Dennard, firent la remarque que cette course vers la miniaturisation suivait une trajectoire exponentielle. Tous les 2 ans, la taille des transistors était divisée par 2, ce qui permit de doubler la puissance de calcul des machines, mais aussi de diviser par 2 leur consommation énergétique et la chaleur qu'elles dégagent. C'est ainsi qu'un progrès absolument spectaculaire des machines eut lieu. Les machines passèrent du kilohertz au gigahertz, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 1000 opérations par seconde, elles font désormais des milliards d'opérations par seconde. Autrement dit, Betago et Zetago mettent moins d'1 heure à compter jusqu'à des milliers de milliards, tandis qu'une machine des années 60 mettrait des siècles pour y arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. De même, les capacités de mémoire des machines ont explosé. Vos téléphones sont capables de stocker des milliers de vos photos de vacances et de chansons de musique, et les centres de données sont capables d'en stocker des milliards. Enfin, la miniaturisation a permis de transformer les énormes machines de von Neumann en ordinateurs de bureau, puis en ordinateurs portables, puis en téléphones portables. Cependant, cet effort de miniaturisation semble atteindre ses limites puisqu'on dispose désormais de transistors composés de quelques milliers d'atomes seulement, et à cette échelle, les fluctuations quantiques semblent rendre inévitablement les machines trop instables pour persister à faire des calculs fiables. Mais une autre révolution des technologies de l'information a bouleversé l'utilité de ces machines à calcul. Grâce à Internet, nos machines à calcul peuvent désormais communiquer, si bien que les machines modernes communiquent bien plus souvent avec d'autres machines qu'avec nous. T'inquiète-les, tu restes mon meilleur ami. Petit à petit, les calculs sont devenus beaucoup plus décentralisés. Au lieu d'avoir lieu sur une seule machine, ces calculs sont désormais répartis sur des réseaux de machines, ce qui permet de rendre ces calculs à la fois plus fiables, mais aussi plus rapides et plus réactifs. En fait, cette décentralisation du calcul n'a pas lieu que sur Internet. Même vos téléphones et vos ordinateurs décentralisent leurs calculs, soit en utilisant des processeurs dits multicœurs, c'est-à-dire eux-mêmes composés de plusieurs unités de calcul, soit en s'appuyant sur des auxiliaires de calcul comme les cartes graphiques dont les spécificités techniques permettent d'effectuer certains calculs beaucoup plus rapidement.
En fait, c'est sans doute ça le futur du calcul. Au lieu de suivre l'architecture de calcul de Turing et von Neumann, où il existe une unité centrale de calcul et une mémoire séparée, les ordinateurs modernes possèdent de nombreuses unités différentes de calcul avec leurs propres caractéristiques ainsi que des mémoires qui leur sont propres. En particulier, les FGPA ont été inventés pour permettre d'adapter la machine au calcul à effectuer. Mieux encore, la recherche actuelle cherche à surpasser le cadre classique des circuits logiques de Shannon et à remplacer les circuits imprimés avec des transistors par des architectures dites neuromorphiques, c'est-à-dire qui ont la forme de réseaux de neurones et qui permettraient d'effectuer beaucoup plus efficacement et à bien moindre coût énergétique les calculs très spécifiques des algorithmes d'intelligence artificielle modernes. Et puis de la recherche plus fondamentale encore peut même aller au-delà des bits usuels imaginés par Turing et Shannon et exploiter les bizarreries de la mécanique quantique pour faire une toute autre sorte de calcul appelé calcul quantique. Waouh, nos descendants vont être hyper swag.